Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette première conférence de la saison 16 des Apérops. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au travers de la correspondance de Félicien Rops et nous avons d'ailleurs intitulé cette première conférence Au fil des mots, les voyages de Félicien Rops. Comme vous le savez, le projet Rops Lettres est un projet qui est très important pour le musée. C'est un projet qui a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. Et je voudrais ici vous faire le listing des quelques étapes importantes du projet de l'édition scientifique de la correspondance de Félicien Rops. Dès le vivant de l'artiste, on s'est très vite rendu compte que la qualité des lettres écrites par ce dernier était reconnue par d'autres artistes et d'autres écrivains déjà du vivant de Félicien. On en veut pour exemple de deux lettres qui ont servi de préface à des ouvrages. Le premier était une lettre préface dans l'ouvrage de Amédée Linen qui s'intitule Kermesse, qui a été publié vers 1889. Et on en a une deuxième qui a été publiée dans le livre de Henri de Touche qui date de 1895, Propos d'un peintre. À partir des années 30, l'historien Maurice Cunel commence tout doucement à retranscrire et à publier des lettres de Félicien Rops. Toujours dans les années 30, à partir de 1933, le Mercure de France va publier 18 lettres inédites écrites à Poulet-Malassis, c'est-à-dire l'éditeur principal avec lequel Rops va travailler toute sa vie. Et Poulet-Malassis, c'est aussi l'éditeur des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. En 1937, Cunel va sortir un premier livre qui s'intitule La vie de Félicien Rops d'après sa correspondance et des documents inédits. Dans les années 90, l'équipe du musée a commencé pour la première fois à réfléchir à un projet scientifique d'envergure autour de la correspondance de Félicien Rops. La grande problématique, c'est que le musée a voulu d'abord procéder à une édition papier de ces lettres. À l'heure actuelle, on a à peu près 3600 lettres qui sont numérisées sur le site Rops Lettres. Vous vous rendez bien compte que 3600 lettres, c'était un petit peu compliqué à mettre en édition papier et qu'il a fallu donc se tourner vers une autre façon de faire. En 2009, le musée Van Gogh a décidé de mettre en place un projet qui s'appelle Van Gogh Letters, qui est un site internet sur lequel vous retrouvez l'intégralité de la correspondance de Vincent Van Gogh. Ils ont pour cela travaillé avec l'université de Gand et un département spécifique lié à l'étude de la correspondance. Donc un site a donc été créé sur mesure pour la correspondance de Van Gogh et nous nous sommes inspirés de ce site dans les années qui ont suivi. Jusqu'en 2011 où on a mis en ligne pour la première fois le site ropsled.be grâce au soutien très important de l'ASBL des Amis du Musée Rops et aussi de la Loterie Nationale. En 2022, malheureusement, nous avons dû, pour des raisons de sécurité et de problèmes de mise à jour, fermer temporairement le site. Et nous avons réfléchi à la création d'un nouveau site, d'une refonte du site. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers une société française qui s'appelle House Studio, qui était déjà la société qui était derrière la mise en place du site de la collection, donc de notre inventaire en ligne. Et en 2024, grâce au travail de vérification et de relecture qui ont été proposés par le musée, on s'est fait aider par des stagiaires et des étudiants. Donc actuellement, on termine les derniers travaux de vérification pour que le site soit propre pour l'ouverture. Et en théorie, en novembre 2025, nous allons réouvrir officiellement notre nouveau site qui sera accompagné également d'une cabine acoustique dans laquelle vous pourrez lire des extraits de lettres de Rops ou des lettres entières et qui seront ensuite versés sur le serveur de notre nouveau site. Alors, ici je vous montre un petit slide avec la vue du premier site Ropslet tel qu'il était présenté en 2014. Et vous avez à droite la page d'accueil du futur site Ropslet dont je vous ai dit l'ouverture est prévue pour novembre 2025. Donc on va faire un site beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile à utiliser pour le public et qui sera aussi beaucoup plus facile pour nous en termes d'ajout de matériel, de nouvelles lettres, de nouvelles notices, etc.
Alors, il y a quand même quelques remarques préliminaires qui me paraissent importantes par rapport à la correspondance de manière générale. C'est que la correspondance, c'est ce qu'on appelle une source primaire. Alors, qu'est-ce qu'une source primaire? C'est un document qui consigne une observation d'un événement qui se veut être authentique, puisque au plus proche du fait qui est enregistré ou consigné. L'intérêt de la correspondance est multiple. Premièrement, c'est un témoignage direct d'un événement qui est décrit par un émetteur ou un destinateur, c'est la même chose. Euh, le document souvent présente la particularité d'être daté. Dans le cas de ROPS, on peut estimer qu'il y a à peu près 40% de la correspondance qui est datée avec certitude, puisqu'on a les cachets de la poste. Et puis surtout, le dernier intérêt de la correspondance, c'est qu'il donne une perspective d'une époque ou d'un événement par un témoin de cet événement. Alors, il est évident que la correspondance, elle va être sujet un petit peu à caution. Déjà dès le 19e, on remarque que le rapport d'histoire peut être mis en cause par d'autres personnes. Je vous lis d'ailleurs à ce propos un extrait de lettre de Henri Séard, adressé à un des amis de Félicien Rops, qui est Théo Hanon. Que devient donc Rops? Il a l'air de tourner à la folie. Ce qu'on entend dire de lui ressemble à des chanratonnades. Je l'ai rencontré un jour, il m'a tenu une demi-heure dans la rue me racontant un voyage en Hongrie. Vous savez, un de ces voyages merveilleux qu'il n'a jamais fait. Et une blague, et un esprit, et une couleur locale. Une apothéose de mensonges à vous faire détester la réalité. Je l'ai quitté avec un éblouissement. Donc, évidemment, la correspondance présente plusieurs biais auxquels il faut être attentif. Un des premiers biais qui me paraît important, c'est de vérifier est-ce que la lettre est destinée à être publiée ou non. Et dans le cas de figure d'Europe, ce qui est un peu compliqué, c'est que les deux réalités coexistent. Il y a certaines lettres qui ne sont pas du tout destinées à être publiées, alors que d'autres ont été publiées de son vivant avec son accord. Ensuite, la personne qui écrit, évidemment, relate des faits selon son vécu, ses émotions, voire ses fantasmes, et donc il n'est pas toujours facile d'accorder un crédit à certaines descriptions qui sont faites dans la correspondance de Félicien. Autre chose importante aussi, c'est le contexte historique qui nécessite un certain nombre de connaissances préalables et qu'il faut donc confronter le contenu de la correspondance avec d'autres sources. Alors, Félicien Rops a voyagé énormément durant sa vie. Il a voyagé bien sûr en Belgique, en France, un petit peu en Allemagne aussi. Pour le cadre de la conférence, pour pas qu'on aille trop loin et qu'on se perde, je me suis limité à 5 voyages qui sont peut-être un peu plus exotiques, en tout cas des destinations plus lointaines, qui l'ont marqué plus ou moins profondément, qui ont eu un impact sur sa carrière. Et on retient en fait 5 voyages. Alors il y a un voyage en Scandinavie qui date de 1874, c'est son premier grand voyage. Ensuite la Hongrie, où il voyage 2 fois, en 1879 et en 1885. Un voyage ensuite en Espagne en 1880. Un voyage aux États-Unis en 1887. Et ensuite son dernier grand voyage à la fin de l'année 1888 et au début de l'année 1889 en Algérie et au Sahara. Alors Félicien dit ceci des voyages. Tu sais que les voyages ont toujours été ma passion. À chaque nouveau voyage, il me semble que mon cerveau s'agrandit. On n'a pas idée de la somme de connaissances que l'on acquiert en quelques mois. Puis, comme je ne débourse pas un centime, cela n'en est que plus agréable. Je serais très heureux de te montrer les études faites pendant ces tournées-là. Donc cette lettre que Rops adresse à Armand Dandois en 1880 résume bien le comportement que peut avoir Félicien Rops et surtout l'intérêt qu'il porte à ses voyages. Alors, je vous invite à commencer d'abord par son premier voyage, donc, qui date de 1874 en Scandinavie. Alors, il dit ceci, il n'y a que 2 pays de montagne en Europe, la Norvège parce que la montagne y baise la mer, et le Mont Martois parce qu'on y baise tout.
Alors plus sérieusement, Robs voyage en Scandinavie en août 1874. Il va accompagner une délégation belge au 7e congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique de Stockholm, qui se tient du vendredi 7 août au dimanche 16 août 1874. Alors, il sera accompagné de plusieurs personnes pendant ce voyage, notamment le député libéral et archéologue amateur Gustav Hagemans, ainsi que deux de ses fils, dont Maurice Hagemans, qui est un peintre paysagiste qui connaît bien Félicien Rops, puisque Maurice Hagemans fait partie dans les années 1870-1880 de la colonie d'Anserem, et surtout il est membre du club nautique de Sambre-et-Meuse qui a été fondé par Rops quelques années auparavant, en 1862. Alors, Rops ne participe pas à ce voyage en tant qu'archéologue amateur, mais plutôt comme correspondant de presse pour le journal L'Indépendance belge, pour lequel il va écrire durant son voyage 4 comptes rendus entre les 7 et les 10 août 1874 qui seront publiés entre le 13 et le 17. Alors, comment se structure son voyage? Donc, fin juillet, Rops est correspondant pour le journal L'Indépendance belge, donc avec lequel il signe un contrat. Et à partir du 1er août va démarrer le voyage. On sait que Rops va prendre le train à Paris pour se rendre à Hanovre, que la délégation belge va passer une nuit au Castens Hotel avant de repartir le lendemain pour Hambourg et ensuite Kiel. Le 3 août, Rops et les autres vont arriver à Copenhague après avoir fait un voyage en steamer, donc en bateau à vapeur, et ils vont prendre le temps de visiter la capitale danoise avec comme point d'orgue la visite du musée Thorvaldsen. Le 4 août, au départ de Copenhague donc, ils vont arriver à Malmö, qui est le premier port de Suède en termes géographiques, hein, pas en termes de taille. Le 6 août, ils arrivent au lac Malar, donc ils sont en vue de Stockholm après 2 jours de voyage en train, dont une escale à Jönköping en province du Småland, donc on est vraiment au centre du pays. Et on sait que la délégation belge va descendre au Grand Hôtel de Stockholm. Le 7 août, c'est le début du congrès. D'ailleurs, pendant ce congrès, puisque les actes du congrès ont été publiés la même année que le congrès, Gustav Hagemans fait une petite anecdote sur Rops. Il raconte que Rops a trouvé, en faisant des travaux de terrassement au château de Tauzé, un vase d'une forme grossière et primitive, qui ressemblait, paraît-il, à un vase qui accompagnait parfois des silex et qui se serait trouvé proche d'un énorme cep de vigne sauvage. Euh, Hagemans remarque que d'ailleurs le fait d'avoir ce type de végétation était plutôt remarquable dans cette partie du pays, où en théorie la vigne n'est pas censée pousser. Alors, c'est une anecdote qui n'explique pas que Rops est un fan d'archéologie, mais qui permettait certainement de donner un petit peu de contenu au discours de Gustav Hagemans lors de l'ouverture du congrès. Alors, le 8 août, évidemment, le congrès se poursuit, les débats ont commencé. Le 9 août, on sait que Rops visite les principaux musées de la ville avec la délégation belge sur place, et qu'enfin, Rops a écrit son dernier compte-rendu sur le congrès pour l'indépendance belge le lundi 10 août. Donc, il est fort possible qu'il se soit un petit peu embêté, d'autant qu'il était plutôt attiré par la découverte du pays et non l'écriture journalistique de compte rendu. Le congrès se termine donc le 16 août. Rops est toujours en Suède. D'après les lettres qu'il a écrites, on le sait qu'il se trouve à Malung, qui est un village qui se situe au pied des Dauphines, qui est une chaîne de montagnes qui est située entre la Suède et la Norvège et qui d'ailleurs est surnommée actuellement les Alpes scandinaves.
On sait qu'il voulait rejoindre Trondheim à l'époque, avant de rallier Paris, mais il va devoir changer de chemin et on sait qu'il passe par Christiania, qui est le nom actuel de la capitale norvégienne, Oslo. C'est à ce moment-là que Rob serait tombé malade en Norvège et qu'il y serait resté bloqué plusieurs jours. Cette maladie dont Robs parle dans ses lettres donc, a conditionné le détour qu'il a dû faire pour rentrer à Paris. Et on sait que dans sa correspondance, quelques années plus tard, Robs va parler d'une fièvre qu'il y aurait donc contractée sur place, qui s'appellerait le Blue Fire. Donc il semblerait, selon ce qu'on connaît du Blue Fire, que ce soit une fièvre qui est liée à une sorte de paludisme, chose plutôt rare dans ces zones froides, puisque le paludisme est transmis par les moustiques. Il rapporte dans ses lettres un petit peu, probablement en fantasmant, que de cette maladie, soit on meurt, soit on survit avec des séquelles. Alors c'est très compliqué de savoir évidemment si il fantasme ou si ce qui est décrit est tout à fait réel. Ce qu'on sait en revanche, c'est que compte tenu du temps passé sur place, c'est-à-dire environ une trentaine de jours, et des distances, il est possible qu'une partie de description de son voyage ne soit pas vraie, notamment en ce qui concerne la Laponie et Trondheim, puisque ces deux endroits sont beaucoup trop éloignés de l'endroit où il se trouvait, surtout compte tenu des transports disponibles à l'époque. Ce qu'on sait par contre en revanche, c'est que le 25 août, Rops est au lac Siljan en Dalekarli, qui est une région qui se situe au centre de la Suède, la Laponie se trouvant plus au nord. Et donc c'est fin août, début septembre que Rops est de retour à Bruxelles après être de nouveau passé par la ville d'Hambourg. Et enfin, une lettre qui nous pose quand même question, on ne sait pas s'il y est retourné parce qu'on n'a pas de preuves matérielles autres que cette lettre qui date du 30 septembre 1885. Rob s'écrit être parti 15 jours au Danemark, mais on n'a pas d'autres de lettres à cette période-là, donc on ne sait pas s'il s'y est vraiment rendu. Alors je vous mets ici une petite carte quand même pour que vous vous rendiez compte des distances de son trajet présumé en Suède. Euh, voilà, la Laponie se trouve vraiment au nord de la Norvège et de la Suède. Voilà, ce sont des régions qui sont relativement difficiles d'accès. On imagine mal l'Europe ayant pu se rendre dans ces zones-là. Alors, ce que je vous propose maintenant, avant d'aller plus loin dans le voyage sur la Hongrie notamment, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne le nouveau site Ropslet. Et donc, pour ce faire, je vous ai préparé une petite démo où je vous montre la façon dont on peut rechercher des éléments sur le site. Alors, si j'encode par exemple New York, vous voyez qu'on a 2575 résultats qui sortent, ce qui est quand même pas très pratique. Et donc, je vous conseille alors dans ce cas-là de faire un petit peu comme on fait sur Google, de utiliser les guillemets qui vont resserrer un petit peu les liens. Et là, vous voyez qu'on tombe sur une trentaine de lettres. Alors, défile maintenant devant vous le listing. Je vais ouvrir une lettre au hasard, comme par exemple cette lettre à Armangousien, et je vous montre un petit peu les éléments qu'on retrouve. Donc, vous avez le texte, vous avez une vue de la lettre qu'on peut zoomer. Donc, vous avez vraiment l'écriture ici de Félicien. Vous voyez aussi que la lettre peut se présenter en plusieurs feuillets qui sont marqués directement dans la transcription par ce petit rectangle grisé sur lequel vous pouvez lire page 1, verso 2. Donc, qui permet de savoir que la lettre est composée évidemment d'un feuillet à deux pages, qui est quand même plutôt pratique. Et vous voyez aussi que sur la transcription, vous avez quelques lignes qui sont un petit peu en surbrillance. Ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. C'est l'objet du travail actuel qui est mené avec les étudiants. Ce sont des informations qu'on a dû réencoder à la main, qui donnent des dates de naissance et de mort, par exemple, d'une personne, qui donnent des localisations géographiques, des indications sur des publications. Donc, bref, des données qui sont très utiles pour la compréhension des lettres. Alors, évidemment, sur le site, on peut également chercher de manière un peu plus précise. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième petite animation que je vous propose ici. Donc, quand vous encodez Hongrie,
on peut très bien envisager de chercher par date. Souvenez-vous, la Hongrie, Robes il s'est rendu deux fois, donc en 1879 et en 1885. On peut donc rechercher de manière plus ou moins précise la mention de la Hongrie pour ce qui est des voyages de 1879. Et donc vous allez avoir finalement un choix de lettres qui est un peu plus resserré et qui est donc plus intéressant pour les recherches de lettres qui datent de cette période-là. Donc évidemment, on peut faire ce type de recherche pour d'autres demandes, mais ça me paraît essentiel de vous montrer ceci. Alors, pour la Hongrie, voici un extrait de lettre que Robs a écrit. Au fond, je veux rester, et je reste un paysan de ce Danube, sur les bords duquel mon grand-père, à la fête des Honvets, sabrait les cavaliers autrichiens. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Robs a un petit peu fantasmé sa biographie, puisqu'il a dit à ses premiers biographes qu'il était d'origine hongroise et aussi d'origine espagnole. Ce qui évidemment est absolument faux, puisque Robs est bien namurois. Alors, donc, comme on l'a dit, Robs va effectuer deux voyages dans les steppes hongroises. Un premier voyage donc en 1879, dans lequel il sera accompagné de son ami fidèle Armand Gouzien, donc qui est un inspecteur des beaux-arts, qui est aussi un musicologue français. Et dans ce premier voyage, il est censé publier dans le journal Le Figaro ses notes et impressions de voyage. L'artiste y retournera une seconde fois en 1885 pour accompagner des artistes et des écrivains à l'exposition internationale de Budapest. Alors en 1879, on sait que début août, Robs va chercher des financements pour pouvoir partir en Hongrie. Il va d'ailleurs à ce propos essayer de vendre une collection composée de dessins, de peintures et de certains états de gravure, euh, sans grand succès, il faut bien le reconnaître. Mais par contre, le 15 août, il est au Figaro pour signer un contrat d'écriture pour un projet de remise de croquis et de notes qui seront réalisées une fois sur place. Il va signer son contrat par l'entremise de Tardieu, qui est un critique d'art, journaliste, mais qui est aussi rédacteur en chef de journal, et qui va lui présenter le directeur du journal du Figaro. À la base, le projet devait être fait pour un autre journal, qui est l'Illustration, mais malheureusement, le magazine parisien l'Illustration va devoir abandonner le projet faute de budget de financement. Le samedi 16 août, le projet va enfin pouvoir commencer, puisqu'on sait que Robs est à Strasbourg pour partir en voyage vers Munich, et ce dans un wagon-lit. Le 17 août, Robs arrive donc à Munich avec Armand Gouzien, et là ils doivent changer de train pour se rendre à Vienne. Et de Vienne, ils vont prendre un bateau à vapeur pour faire une croisière sur le Danube et enfin rallier la ville de Budapest. Le 18 août, ils arrivent à Budapest et ils vont loger dans l'hôtel de l'Europe, à une chambre à 40 francs la nuit qui, selon Robs, a été offerte par la délégation hongroise. Le 20 août, Robs va participer à un banquet donné par le comité Arrogante sur l'île Marguerite à Budapest. Donc le 23 août, Robs est toujours à Budapest et là il y a une sortie qui est prévue. C'est que Robs va visiter la ville de Szeged avec une délégation française dont celle qui est dirigée par le comité parisien le Léon Larençon et par le peintre hongrois Mihaly Munkácsy. Alors pourquoi visiter Szeged? En fait, c'est une ville qui a connu un épisode un petit peu malheureux en mars 1879. Il y a eu une grosse inondation dans la ville qui a fait à peu près 160 morts et 60 000 sans-abri. Et une collecte avait été organisée en Europe et la France était un des plus gros contributeurs
de cette levée de fonds qui a permis de reconstruire en partie la ville. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement hongrois, un peu pour faire bonne figure, avait invité la France à quelque part l'inauguration de la reconstruction de la nouvelle ville. Alors, le 25 août, après avoir visité Szeged, Robs va se rendre avec le comité français dans les steppes de la Pusta. Euh, Gouzien n'accompagnera pas la délégation puisque apparemment il serait tombé malade juste avant le voyage. Et Robs va encore rester quelques jours en Hongrie avant de repartir vers Paris. D'abord, il va s'arrêter à Venise. Il est possible qu'il soit arrivé le 29 août par voie terrestre en provenance de la ville de Fiume, qui est une ville qui se trouve actuellement en Croatie et qui s'appelle aujourd'hui Rijeka. Alors, il va visiter Vérone durant son petit séjour à Venise. Le 31 août, il va repartir vers Lecco et le lac de Côme dans la matinée avant de se rendre à Chiaven au nord du lac via diligence le soir même. Le 1er septembre, il va commencer à traverser la Suisse très tôt le matin, dont il ne gardera pas un souvenir impérissable puisque Robs n'aime pas beaucoup la Suisse et il arrive à Paris en début septembre, donc 1879. Alors, on peut corroborer ce voyage en Hongrie donc via la correspondance, mais aussi via une autre source. Puis je vous disais qu'il fallait confronter les différentes sources pour asseoir la véracité d'une chose. Et je vous montre ici un article qui a été publié dans un journal hongrois, qui est le journal qui s'intitule, vous me pardonnerez mon accent, mais le Vasárnapi Újság, qui veut dire simplement le journal du dimanche. On y apprend que la Hongrie s'ouvre à l'Occident et profite de nombreux événements, comme par exemple l'organisation de congrès internationaux pour présenter le pays sous un beau jour. On y apprend aussi dans cet article également que Robs et d'autres personnalités sont bienvenus visiter la Hongrie et ont visité aussi Szeged, donc cette ville sinistrée. D'ailleurs, vous avez sur la photo de l'image sur votre gauche, donc qui est la une une photo de l'article du journal, dans lequel vous pouvez voir dans la colonne de gauche le député et président du comité parisien Léon Laurençon, et à gauche la figure de Félicien Robs qui a participé à ce voyage. On y apprend aussi dans le journal, c'est un peu anecdotique, hein, mais que Gouzien est bien tombé malade lors du séjour, mais qu'il est reparti le 28 août à Budapest avec Robs et le reste de la délégation. Alors Robs y est présenté, ça c'est un peu marrant, comme un journaliste et comme un peintre brillant, et qu'il devait donc bien rédiger ses impressions de voyage sur le pays dans le journal Le Figaro. Alors les impressions de voyage de Robs devaient porter le nom de Rhapsodie hongroise. Alors je vous lis ici un petit extrait d'une lettre dans laquelle Robs dit ceci. Alors ce Danube énorme apporte des fraîcheurs attiédies. Ces vagues viennent frôler ses rives avec des froufrous de satin et l'on entend comme des bruits de baisers donnés à la terre. L'homme fleuve des vieilles mythologies se sent. Il sort de lui quelque chose de puissamment voluptueux qui se lit dans les yeux noyés des femmes, dans leurs poses molles, dans leur parler plus doux. Jamais cette belle langue magyare n'est plus caressante qu'à l'heure des premières étoiles. Et donc c'est à l'été 1879 que le Figaro commande à Félicien des notes et impressions de voyage lors de la visite de la délégation française à Budapest. Le 7 août 1879, Robs évoque ce projet d'une correspondance illustrée de croquis qui a été proposée également au directeur du journal The Graphic. Un mois plus tard, le 6 septembre 1879, on apprend que le projet, en tout cas le financement du projet par le Figaro a été abandonné par le journal euh, pour des raisons qui sont un petit peu obscures, mais on a un extrait de lettre de Félicien qui dit ceci. À la première lettre, Magnard, donc le directeur du Figaro, voyant que les Hongrois ne toastaient pas assez en l'honneur du Figaro, les a envoyés se faire foutre en me gardant les appointements.
Alors, Robs aurait quand même réalisé des articles et des croquis des rhapsodies hongroises, probablement sur fonds propres, et qu'il a même envisagé d'aller faire des eaux fortes de ces dernières à Nieuport et à Blankenberg. Si Robs confirme son envie de réaliser le projet et qu'il évoque également en novembre 1879 l'existence d'un manuscrit des Rhapsodies, euh, on se rend compte en fait que le projet n'a jamais vraiment été achevé et que finalement on ne connaît que 2 pages illustrées du projet et quelques lettres décorées d'esquisses comme celle que vous pouvez voir juste à droite de l'image sur le slide. Et donc en voici un autre fragment de lettres illustrées de Robs avec la mention des Rhapsodies. Alors en 1885, le voyage il est un petit peu moins heureux. Robs d'ailleurs précise dans une lettre Je suis malade depuis mon départ et écœuré de cette tournée où la sottise et le ridicule luttent en étalage. Je suis malade depuis mon départ et à peu près borgne par-dessus le marché. Je t'écris d'un œil, l'autre est sous des bandages avec des collyres. Alors, le but de ce deuxième voyage de 1885, c'est d'accompagner de nouveau une délégation d'une trentaine de personnes. C'est un voyage qui est organisé par la salonnière Juliette Adam, de nouveau pour aller sur Budapest. Alors le 10 août, Robs profite du voyage de la délégation pour se rendre à Tatra-Fured, qui est une ville qui se trouve actuellement en Slovaquie. Et Robs est accompagné dans son périple hongrois, cette fois-ci par plusieurs personnes, notamment Léon Hulbach, le poète François Copé, le critique littéraire Ernest Proth et le journaliste Jules Lemina. L'artiste s'ennuie profondément puisqu'il trouve que toutes ces personnes sont plutôt bêtes. Le 14 août, Robs est toujours à Tatra-Fured, mais il va également suivre la délégation vers le nord du pays, jusqu'au lac Xorba, et puis ensuite il va de nouveau partir vers le sud de la Pusta, étant donné qu'il avait visité la partie nord en 1879. Le jeudi 20 août, Robs est de nouveau de retour à Budapest pour la fête nationale et on sait qu'il repart vers la France le lendemain et que cette fois il est passé non pas par le nord de l'Italie mais il est passé par le sud de l'Autriche puisqu'il est passé par le Tyrol et ensuite de nouveau par le nord de la Suisse. Alors sur cette carte, je vous montre rapidement les trajets présumés des 2 voyages de Robs en 1879 et en 1885. Alors, en 1880, troisième voyage donc, il se rend en Espagne. Alors, parmi les voyages de Félicien, il apparaît que l'Espagne, c'est le voyage qui est le moins bien documenté, mais qui est probablement un de ceux qui l'a le plus marqué. Donc, il est surtout très intéressé par la culture espagnole, très probablement surtout par la musique, par aussi la façon dont les gens se comportent, la lumière aussi espagnole qui l'a beaucoup marqué, et en particulier celle de l'Andalousie. Alors, il a toujours été très intéressé par l'Espagne, et déjà en 1863, il écrit ceci. Ah, mon ami, si mes parents m'avaient consulté avant de me mettre au monde, j'aurais posé mes conditions. J'étouffe ici. Petit-fils d'Espagnols et de Hongrois, je sens danser en moi le démon du midi et s'agiter les colères des nationalités opposées. Je passe mes jours à me contenir et j'ai de furieuses envies de briser d'un coup de tête cette martingale de conventions avec lesquelles les sociétés civilisées tiennent en bride les natures primitives. Donc vous voyez, je vous l'avais déjà dit, Robs fantasme un petit peu sur ses origines. Donc il serait un mix d'espagnol, de hongrois, alors qu'en fait, comme on l'a déjà spécifié, Robs est purement un Amurois. C'est en mars 1880 que Robs décide de visiter l'Espagne et il accompagne de nouveau son ami Armand Gouzien. Alors on ne connaît pas grand-chose des financements de ce voyage, mais on sait par contre que Gouzien s'est rendu en Espagne pour aller faire des comptes rendus de spectacles qui avaient lieu à Madrid au printemps 1880.
Alors, le trajet débute donc au mois de mars. On sait qu'ils sont passés, Armand Gouzien et lui, par la ville de Avila et qu'ils ont fait aussi un crochet au palais de l'Escurial, donc l'ancienne demeure royale espagnole qui se situe à peu près 45 kilomètres de Madrid. Le 28 mars d'ailleurs, Robs arrive à Madrid et il en profite pour visiter le musée de la ville. Il loge au Grand Hôtel de Paris, qui se trouve être un hôtel de luxe qui est situé tout près de la Puerta del Sol. Entre le 30 mars et le 31 mars, Robs commence tout doucement à réfléchir à son envie de descendre jusqu'en Andalousie, avec comme point de chute Séville. Et d'après ses lettres, il passe par Valence, Murcie et puis Carthagène. Le 1er avril, sur sa route, il visite l'Alhambra de Grenade. Et entre le vendredi 2 et le dimanche 4 avril, Robs passe très probablement par Malaga et peut-être Cordoue. À Séville, il va loger dans un atelier, donc là on est début avril 1880. Euh, L'atelier qu'il occupe se trouverait dans un lieu-dit qui s'appelle La Florida, Puerta de Carmona, avec un peintre espagnol qui deviendra un ami qui s'appelle Joaquín Arrojo. Alors la Florida, c'est un bâtiment qui est très lié au monde artistique espagnol, puisque c'est, d'après ce qu'on sait, une maison d'accueil d'artistes venant de différents horizons. Donc c'est vraiment un lieu important un lieu important pour lui. Alors le dimanche 11 avril, il rentre de Séville et séjourne de nouveau au Grand Hôtel de Paris à Madrid. Et c'est 10 jours plus tard que Robs est de nouveau de retour à Paris et qu'il confie qu'il ambitionne de partir voyager à La Havane, car selon lui, ce voyage serait offert à l'artiste pour des dessins à faire là-bas. L'Espagne m'a mis en appétit et La Havane est, à ce qu'on me dit, vraiment une Séville poussée à l'ivresse. Toujours en 1880, au mois de juin, Robs écrit à son ami Armand Dandois qu'il envisage d'aller à Cuba et de se rendre également sur l'isthme de Panama en 1881. Ce qui, d'après ce qu'on sait, ne se passera jamais. Alors Séville a vraiment marqué, on l'a dit, surtout au niveau de la lumière, qui est vraiment une lumière différente de ce que Robs a pu voir euh, jusqu'à maintenant, qui est une lumière très, très claire, très caractéristique. Il a d'ailleurs envisagé d'acheter un appartement à Séville, chose qui, de nouveau, pour des raisons très probablement financières, ne se fera jamais. Alors, on a un croquis de Robs sur une lettre qui a été adressée à son ami Léon Dommartin, sur lequel on voit un dôme avec des tours qui encadrent ce dôme en question. Et je vous montre en fait une photo de l'Escurial, donc de ce palais, de cet ancien palais royal, euh, où on reconnaît évidemment cette fameuse coupole et toutes les tours. Alors, plusieurs fois pendant son voyage en Espagne, en tout cas dans sa correspondance, Rob se plaint beaucoup des difficultés qu'il a rencontrées durant ses déplacements. Quand on connaît la situation politique de l'Espagne au 19e, entre guerre civile, passage d'une royauté à une république, puis de nouveau un passage d'une république à une monarchie, on peut très bien comprendre que les contrôles routiers étaient plutôt compliqués et que c'est la raison pour laquelle Ross a eu du mal à se déplacer dans le pays durant cette année 1880. Alors, il nous reste encore deux voyages à aborder, le voyage aux États-Unis et ensuite le voyage en Orient. Je commencerai par le voyage états-unien. Robs dit ceci: mais j'ai un tempérament qui, à mesure qu'il mûrit, s'accentue par des désirs de voyage
et par une activité artistique dont je ne soupçonnais même pas les rudiments. L'heure de l'Amérique est venue, et j'y vais puisque l'occasion se présente. Alors, le périple états-unien Drops, il, on peut dire qu'il a un double objectif. Tout d'abord, mener à bien un projet éditorial d'un guide de voyage qui s'appelle Strange America, et ensuite concrétiser l'ouverture à New York d'une succursale de la maison de couture des Sœurs du Luc, donc de ces deux maîtresses parisiennes. Alors le 23 septembre, Rops retire son passeport pour les États-Unis auprès de la légation de Belgique en France et va se rendre au Havre avec Léontine en soirée. Le 24 septembre, il embarque à bord du paquebot La Bretagne, qui, pour la petite anecdote, le paquebot La Bretagne est le paquebot qui a embarqué quelques années auparavant les pièces détachées de la future statue de la Liberté. Entre le 28 septembre et le 3 octobre, Rops passe 9 jours de traversée un petit peu mouvementée avant de débarquer à New York avec sa femme, avec sa femme Léontine, et on sait qu'ils descendront tous les deux à l'hôtel de la 5e avenue. Donc il se situe dans le quartier de Manhattan à New York. Petite lettre dont je ne pouvais pas résister de vous montrer un extrait. Depuis 3 jours, le tangage et le roulis secouent comme un prunier le bon dessinateur Félicien Rops, lequel heureusement a l'estomac solide et le pied marin nautique du club nautique de Sambre-et-Meuse. Donc voilà de nouveau un petit fantasme, une petite exagération robsienne. Donc Rob va quand même profiter pendant quelques jours pour visiter New York, mais son objectif c'est surtout d'aller visiter les Grands Lacs. Et pour ceci, il va se rendre le 20 octobre à Buffalo, qui est le point de départ du tour des Grands Lacs. D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, il va s'imaginer changer de métier pour devenir un espèce de tatoueur impressionniste. Alors on sait que le 23 octobre, il visite le lac Ontario, puisque c'est là que se trouve l'accès pour les chutes du Niagara. Et qu'il va repartir de nouveau de Buffalo à bord d'un bateau à vapeur qui s'appelle le Mammouth pour aller rejoindre Sarnia, qui est le port d'accès au lac Huron. Ensuite, entre le 25 octobre et le 29 octobre, il va traverser le lac Huron pour rejoindre le Georgian Bay et le lac supérieur, pour ensuite poursuivre son voyage vers la rivière Ottawa par voie terrestre, ensuite rejoindre le fleuve Saint-Laurent pour arriver à Montréal. Et il retournera à New York via le lac Champlain et la ville d'Albany. C'est début novembre, on ne sait pas exactement la date, mais en tout cas c'est début novembre que Rops et Léontine vont embarquer de nouveau à bord d'un paquebot, cette fois-ci non pas la Bretagne mais la Gascogne pour le Havre. Donc la Bretagne et la Gascogne qui sont deux paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. Euh, En cette fin d'année 1887, Rob va de nouveau plusieurs fois dire qu'il compte se rendre aux États-Unis pour un second voyage, cette fois-ci sur la côte ouest, puisqu'il avait envie de visiter la Californie et qu'il voulait aussi de là se rendre à Buenos Aires, un petit peu compliqué au niveau géographique. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il ne retournera plus en Amérique de son vivant. Par contre, il a un dernier contact un petit peu indirect avec les États-Unis, puisque entre janvier et février 1889, il est au Havre pour accueillir Léontine et probablement sa fille Claire, qui venaient de conclure avec leurs associés sur place aux États-Unis, la famille Rockwell, l'ouverture de leur succursale de la maison de couture qui se serait implantée à Manhattan de nouveau sur la 5e avenue, et on sait même le numéro de la rue, puisque ce serait au numéro 614. De nouveau à prendre avec des pincettes, parce qu'on a à l'heure actuelle rien retrouvé dans les archives, et surtout Rops ne cite cette adresse du 114 5e avenue que dans une seule lettre. Et voilà, avant de passer au dernier voyage, je voulais vous montrer une carte du trajet présumé que Félicien a emprunté pour son trajet aux États-Unis et au Canada.
Alors, un petit mot du projet Strange America, donc de l'Amérique étrange. C'est un projet qui était censé se présenter sous la forme d'un guide de voyage dont Robs aurait fourni les dessins des différents lieux qu'il projetait de visiter durant son périple nord-américain. Alors, ce projet aurait été proposé par un éditeur new-yorkais, un certain Carter, dont malheureusement je n'ai rien retrouvé de précis dans les archives. Donc, c'est un éditeur qui est inconnu, que Robs aurait rencontré vraisemblablement à Paris, mais on n'a malheureusement pas plus d'informations. Toutefois, l'artiste dit qu'il aurait livré une cinquantaine de croquis de ce projet Strange America, mais on ignore à l'heure actuelle à qui, et on ignore surtout à quoi ressemblent les croquis qu'il aurait livrés. Alors pour la partie guide de voyage, donc vraiment la partie purement écriture, Robs aurait sollicité son ami Léon Dommartin, donc qu'on connaît aussi sous un autre nom qui est Jean Dardenne, qui a déjà écrit plusieurs guides de voyage des Ardennes belges et françaises. Alors pourquoi Léon Dommartin? Ben, tout simplement parce qu'il avait l'habitude d'écrire ce type d'ouvrage et que selon les dires de Robs, il n'existait pas de guide en français pour les États-Unis. Alors il a essayé de chercher des financements également pour son projet de guide, notamment auprès du Figaro et de la Chronique, mais sans succès. L'ouvrage aurait dû être publié simultanément à Boston et à Buenos Aires, mais d'après ce qu'on sait, donc ce projet qui était censé sortir en 1889 n'a n'a pas été publié. Et enfin, pour terminer, un dernier voyage dans le Sahara et à l'Algérie. Euh, Voici ce que Robs écrit à ce propos. Donc, je suis poursuivi par l'inquiétude que me donne la préoccupation d'un art plus haut. Je regarde les hommes par-dessus leurs chapeaux et les soldats par-dessus leurs baïonnettes. Le résultat de tout cela, c'est que je ne peux plus vivre sans m'en aller. Et je m'en vais vraiment. J'ai très longtemps rêvé, hier, sur une carte de l'Algérie. Tout au bas, il y a une ville saharienne, Lagouat, où il y a encore de vrais Arabes, de vraies danses du ventre et de vrais Aïssaoua. Alors en 1888, Trops il est de nouveau en proie à une crise artistique et il explique en fait il veut entreprendre ce voyage pour découvrir le vrai désert et comme il le dit si bien, pas celui des excellents peintres qui prennent un billet pour Biskra et reviennent montrer chez Petit leurs études du désert pour la grande réjouissance des gens bien élevés, mais c'est vraiment un voyage de pleine découverte. Son voyage aurait été financé selon lui par le rédacteur en chef du journal Harper's Magazine, qui est un journal spécialisé dans la littérature de voyage, mais on n'a pas plus de précision là-dessus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que sa famille et lui vont embarquer le 19 décembre 1888 à Port-Vendre, qui est un port qui se situe dans les Pyrénées-Orientales, à bord de nouveau d'un paquebot français de la Compagnie Générale Transatlantique qui s'appelle la Malvina. Alors c'est un trajet qui est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de roulis en Méditerranée. Et Robs fait une escale à Carthagène le 21 décembre, donc c'est-à-dire au sud de l'Espagne, avant d'arriver en Algérie en soirée. Alors le 22 décembre, Robs et sa famille se trouvent à Oran. Et alors pour organiser le programme de son voyage, Robs va utiliser des extraits de livres, notamment celui qui sera publié en 1889 par Edmond Picard, qui s'intitule El Moghreb El Aqsa, une mission belge au Maroc, que Picard a publié en fait par un peu épisode en 1888 dans la Société Nouvelle. Alors, Robs voyage dans le nord du pays et se trouve à Tlemcen vers la fin du mois de décembre. Il voulait à la base rejoindre la ligne de Maqueria pour aller à l'oasis de Figuig, mais il a dû prendre un autre chemin en repassant par Oran pour se rendre dans les villes de Géréville et Lagouat. Il était à Alger à partir du 29 décembre ou du 30 décembre, et c'est à partir de Alger qu'il va rejoindre Biskra,
en tout début janvier 1889, en passant par Constantine et l'oasis d'Alcantara. Le 2 janvier, Robs arrive à Biskra, donc aux portes du Sahara, et il va, en tout cas on apprend dans ses lettres, qu'il va suivre une piste de caravaniers durant plusieurs jours pour rallier la ville de Tougourde, qui est la frontière de l'Algérie française à environ 250 km de distance. Entre la nuit du 3 et du 4 janvier, Robs démarre son trajet sur la piste de caravane et s'arrête d'abord au Biort Saada, ensuite à l'oasis de Chega. Il arrive à Tougourde le 5 janvier et sera logé chez Laga, qui se trouve être un chef local. Robs va repartir vers Constantine entre le 6 et le 8 janvier. Et de Constantine, Robs va voyager vers Tunis. Donc là, on est vers donc le 10 et 11. Et il va rester jusqu'au surlendemain avant de rentrer sur Paris. Au préalable, évidemment, il va faire le trajet inverse en bateau. Et le 16 janvier, il se trouve à l'hôtel des Colonies à Marseille. C'est un voyage qui a dû le marquer, puisque sur cette lettre, il va signer Féli, Belge libéré, Touareg honoraire. Et je vous montre ici une petite carte avec le trajet de nouveau présumé de Robs en Algérie. Donc vous voyez qu'il a surtout voyagé dans le nord du pays, puisque c'était la partie qui était colonisée par la France depuis le début du 19e siècle. Alors Robs dit ceci pour conclure sur ses voyages. Donc, le repos du voyage n'existe qu'à la condition de ne lire ni lettres ni journaux. On ne voit bien un pays que de cette façon et on ne peut en jouir sans la privation des choses qui, au fond, vous sont indifférentes. Donc, Robs a réussi pendant tous ses voyages à se forger une réputation de vagabond grâce à des anecdotes qui s'apparentent vraiment à des écrits oraux, presque des écrits truculents. La qualité littéraire de ces lettres, qui sont très riches en détails, mais en commentaires généraux, sont très précieux et ils méritent d'investir en fait, le champ de l'écriture et du dessin afin d'être publiés. Malheureusement, la plupart de ces témoignages ne seront pas publiés et il va toujours nous manquer une vision d'ensemble pour comprendre l'intention de l'artiste pour ses différents voyages. Peut-être que c'est un problème d'organisation tout simplement. Néanmoins, ce qu'on remarque surtout, ce qui est attiré d'intéressant de ces voyages, c'est que on a vraiment un super point de vue sur la façon dont on peut envisager le tourisme d'agrément au 19e siècle. Et on ne peut que remercier Félicien Ross pour tous ces petits détails. Je vous remercie pour votre attention.